À 12 ans, j'ai eu le droit d'avoir mon premier chien à la maison parce que j'avais battu mon père aux échecs lors d'un pari. C'est pas que j'étais un très bon joueur, mais mon père était un joueur encore pire que moi. À 16 ans, sont arrivés les premiers ordinateurs qui savaient jouer aux échecs. Et ces ordinateurs battaient mon père à tous les coups, et moi, il me battait, disons, trop souvent. J'étais en première, c'est l'âge où on commence à lire Baudelaire et Edgar Poe. Et justement, Edgar Poe a écrit une nouvelle fascinante sur le jeu d'échecs qui s'appelle Le joueur d'échecs de Metzel. Il s'agit en fait d'une sorte d'arnaque aux échecs, une petite machine qui est présentée comme un automate sachant jouer aux échecs, dans laquelle en réalité est caché un nain. Le premier ordinateur mécanique venait d'être inventé, et Edgar Poe pose une question stupéfiante. Il se dit, est-ce que c'est plus facile au fond de concevoir une machine qui est capable de calculer à toute vitesse des milliers d'opérations arithmétiques, un ordinateur, ou d'avoir une machine qui sait jouer aux échecs? Et immédiatement il conclut que c'est totalement impossible d'avoir une machine qui sait jouer aux échecs, parce qu'il faut prendre en compte tout le contexte, le coup d'après, le joueur adverse, etc., alors qu'on peut concevoir une machine qui sait calculer à toute vitesse. Et il dit, une machine qui saurait jouer aux échecs est totalement impossible, et si elle existait, ce serait la plus extraordinaire invention de l'humanité. L'année d'après, mon prof de philo en a remis une dose sur l'ordinateur qui ne savait pas penser, qui n'était qu'un outil et qui était évidemment dépassé par l'être humain, sur les animaux qui, comme disait Descartes, étaient des machines programmées uniquement par leurs instincts et qui donc n'avaient aucune intelligence, ou du moins dont l'intelligence présentait une différence de nature avec l'intelligence humaine. Et moi, j'avais sous les yeux mon chien qui tous les jours, sans le vouloir, infirmait les conclusions de Descartes, et j'avais un ordinateur qui savait jouer suffisamment bien aux échecs pour me battre. C'est là où j'ai voulu commencer à comprendre tout ça et où j'ai appris à programmer pour savoir d'où sortait finalement cette intelligence, où s'était trompé Descartes, Poe et accessoirement mon prof de philo. Vous savez qu'aujourd'hui, les ordinateurs battent couramment même le champion du monde aux échecs, même quand les programmes sont développés par des programmeurs qui sont très moyens au jeu des échecs lui-même. Donc la question qui se pose, c'est où est l'intelligence si ce n'est dans la machine? Et la révolution numérique, c'est ça, c'est quand l'intelligence, finalement, on est obligé d'admettre qu'elle est à l'intérieur de la machine. Ça se passait dans les années 90. Depuis, il y a des choses vraiment importantes qui sont, plus ou moins importantes, qui sont arrivées. D'abord, les ordinateurs ont multiplié leur vitesse de calcul par un facteur entre 100 000 et 1 million, et ça a créé ce qu'on appelle la révolution numérique. Et puis, sur un plan plus personnel, j'ai fondé une famille, j'ai eu 2 enfants, j'ai eu un nouveau chien, et en 2005, j'ai créé mon entreprise, Speechy, dont le but est justement d'utiliser ces nouvelles technologies numériques pour améliorer l'école. Et qu'est-ce qui m'a immédiatement marqué quand j'ai lancé cette entreprise? C'est que finalement l'école, depuis 15 ans, essaye d'apprendre aux enfants comment se servir des technologies numériques. On leur distribue des tablettes, des ordinateurs, des tableaux interactifs, que sais-je encore, mais elle ne leur apprend pas comment ces machines sont programmées, conçues, développées, pensées. En gros, l'école s'est concentrée sur les usages plutôt que de se concentrer sur les principes, c'est-à-dire la programmation qui est au cœur de ces machines. Ce faisant, elle fait sans doute complètement fausse route, parce que ce qui est important pour les enfants, pour la maîtrise du monde qui les entoure, c'est de comprendre les principes. C'est en gros exactement comme si, pour apprendre le fonctionnement d'une voiture, on faisait passer aux gens uniquement leur permis de conduire. Ça ne les aiderait pas à comprendre comment les voitures roulent ou fonctionnent. L'école est devant une tâche difficile, parce que c'est déjà difficile pour elle en ce moment d'apprendre à lire, écrire, compter, mais finalement, elle devrait apprendre à lire, écrire, compter et programmer, ce qui est un objectif de plus. Les enfants aujourd'hui doivent apprendre les algorithmes, ils doivent apprendre comment les concevoir, comment les coder, comment les programmer. Et donc c'est ça l'enjeu de l'école aujourd'hui. Aux États-Unis, on sait tout ça, 90% des étudiants de Sciences Po suivent une formation très avancée en programmation informatique, de niveau plus avancé sous certains aspects que les programmes d'informatique qu'on donne aux étudiants de nos écoles d'ingénieurs.
Et le but n'est pas du tout pour eux de devenir des informaticiens, ce sont des étudiants en Sciences Po. Le but, c'est vraiment d'améliorer la compréhension du monde d'aujourd'hui. À chaque époque, il y a eu sa matière. Au Moyen-Âge, vous avez le latin, qui a permis, qui donne l'accès à la religion, au droit, à la médecine, à la culture. À l'époque de la révolution industrielle, c'est-à-dire quand les forces des machines ont remplacé les bras humains et la force animale, à l'époque de la révolution industrielle, vous avez eu l'essor des sciences à l'école, les mathématiques, les sciences physiques, toutes ces sciences qui servent finalement à améliorer les techniques de production, les machines elles-mêmes, à les faire progresser. Aujourd'hui, à l'époque de la révolution numérique, c'est-à-dire au moment où les cerveaux artificiels sont en train de remplacer les cerveaux humains, eh ben, l'informatique passe au centre. Il ne s'agit pas de créer une génération d'informaticiens, pas plus qu'il ne s'agissait de créer une génération de latinistes ou une génération de mathématiciens. Encore une fois, il s'agit simplement de donner aux élèves le moyen de maîtriser le monde qui les entoure. Alors il y a autre chose qui s'est passé simultanément durant ces 15 ou 20 dernières années, c'est que l'informatique est devenue une science fondamentale, ce qu'elle n'était pas auparavant. Fondamentale, ça veut dire qu'elle a infusé dans toutes les sciences et qu'elle est indispensable à la maîtrise de la plupart des sciences, les cas les plus connus sont la médecine et la biologie, mais c'est vrai aussi qu'en physique et en chimie. Si je prends par exemple le prix Nobel 2013 de chimie, il a été donné non pas pour une découverte fondamentale en chimie, mais il a récompensé un algorithme, un programme, conçu dans les années 70, qui permet finalement à un chimiste de faire sur son ordinateur l'équivalent de ce qu'il faisait avant dans son type à essai, de simuler une réaction chimique de A à Z de façon extrêmement précise. Dans les années 70, ce programme était totalement inutile parce qu'il fallait des semaines, parfois des mois ou des années pour simuler des réactions très simples. Mais avec l'explosion de la puissance des machines, les chimistes s'en servent aujourd'hui pour simuler des centaines de milliers de réactions à la fois. Et donc le meilleur chimiste aujourd'hui, c'est plus celui qui regarde son tube à essai changer de couleur, c'est celui qui conçoit le meilleur algorithme pour simuler des dizaines de milliers de réactions intéressantes, et sans doute aussi le meilleur algorithme pour sélectionner parmi toutes ces simulations quelles sont les réactions qui ont réellement réussi, quelles sont celles qui ont eu un bon rendement, quelles sont celles qui ont été atypiques. Et on voit bien comment l'algorithmie, finalement, modifie même les sciences les plus fondamentales. Alors, quelles sont les conséquences de tout ça pour nos enfants, pour l'école, finalement? D'abord, nos enfants, comme nous, sont entourés d'objets programmés, et c'est quelque chose qui va continuer à augmenter. Mais face à ces objets, ils sont dans une position de consommateur passif, pour ne pas dire parfois de proie. Un enfant qui va sur Google est vu par Google comme une ressource publicitaire. Google cherche à lui servir le meilleur bandeau publicitaire possible, et c'est très efficace puisque vous savez, on sait qu'un enfant passe moins d'1 minute sur Google avant de cliquer sur une publicité. Sur Facebook, si je prends l'exemple de Facebook, c'est exactement la même chose. L'enfant est finalement vu comme un clavier vivant. Il rentre des données qui vont permettre à Facebook de le cibler parfaitement, ainsi sur Facebook que toute sa communauté d'amis. Donc finalement, l'enfant est prisonnier d'interfaces utilisateurs qui ont été conçus par d'autres programmeurs. Il en est un peu esclave. Et le choix de l'école pour les enfants, l'enjeu, c'est est-ce que nos enfants sauront programmer ou est-ce qu'ils seront programmés? Qu'est-ce qu'on a fait, nous, de notre côté? Il y a 2 mois, on a créé le premier cursus informatique destiné au collège qui permet d'apprendre l'informatique avec des robots. Ce cursus commence à être diffusé dans l'éducation nationale, puisque depuis quelques mois, l'informatique, au sens de la programmation, est au programme du collège. Et on va aussi créer, dans les 3 prochaines années, 500 écoles sur toute la France. Alors, qu'est-ce qu'on enseigne dans ces écoles? Je dirais, il y a 2 mots-clés, c'est ludique et concret. Ludique parce que les enfants sont ravis de jouer finalement avec ces robots, de les construire, de les faire bouger. Les robots sont munis de capteurs qui leur permettent de prendre en compte leur environnement, et donc les enfants adorent ça.
Concret parce qu'on a essayé de tirer tous nos exemples de l'environnement des enfants, de la vie de tous les jours. Les enfants font des voitures intelligentes, des voitures sans pilote, des algorithmes qui empêchent les véhicules de rentrer les uns dans les autres, des aspirateurs qui vont partout, des robots qui rangent, qui savent prendre les objets et les ranger. On a aussi pas mal d'exemples qui sont sortis de l'observation de la nature. On a tout un cursus sur la marche, comme par exemple ce petit chien. Et donc finalement, couché, allez. Voilà. Les enfants programment dans l'ensemble de leur cursus une cinquantaine de robots qui leur apportent quelque chose, c'est la compréhension des objets connectés, programmés, qui sont dans leur environnement. Le but de ces cours n'est pas un but professionnel. Le but de c'est exactement comme quand vous inscrivez votre enfant à un cours de piano. Le but n'est pas qu'il devienne un musicien professionnel, mais de développer certaines qualités artistiques, d'oreille, de lecture de partition. Mais là, c'est exactement la même chose. On cherche avant tout à lui faire développer 3 grandes qualités qui sont nécessaires pour comprendre l'informatique, ou que permet d'acquérir la compréhension de l'informatique. La première chose, c'est la capacité à résoudre des problèmes. Les enfants sont devant des briques, des cartes électroniques, des moteurs, des capteurs, et ils doivent résoudre un problème par eux-mêmes, penser par eux-mêmes pour arriver au résultat. La deuxième chose, c'est la pensée critique. Tous ceux qui ont fait de l'informatique le savent, d'ailleurs même ceux qui n'ont pas fait d'informatique le savent, un programme ne marche jamais du premier coup. Un programme, l'enfant se retrouve face à un objet qui devrait marcher mais qui ne fonctionne pas. Et donc, il doit critiquer son raisonnement. Ça, c'est très utile. Et d'ailleurs, c'est d'autant plus utile que l'école française apprend très peu à faire ça. Et la troisième chose, c'est la pensée créative. Parce que même pour un problème très simple en informatique, il y a 500 façons de le résoudre. Et donc, on voit très bien, très vite, comment les enfants développent leur propre style, leur propre capacité à résoudre des problèmes. C'est différent entre tous les enfants. Ce qu'acquièrent les enfants, finalement, c'est la capacité du monde, la compréhension intuitive des objets connectés autour d'eux, un savoir aussi, très rapidement, que leurs parents ne connaissent pas, parce que dès les premiers cours, les enfants sont capables de comprendre des choses sur les robots qui vont rester très très obscures pour les parents. Et donc ce gain, il est vraiment, c'est un gain en connaissance, c'est un gain culturel. J'insiste sur le mot culturel, parce que d'habitude, on justifie l'enseignement de l'informatique sous l'angle professionnel. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, un bon informaticien, dans tous les pays du monde, est protégé contre le chômage, mais là, on parle de cours qui s'adressent à des enfants qui sont au collège ou au lycée. Et l'esprit de l'école française, de l'école de Jules Ferry, n'est pas de considérer que les enfants sont des outils humains qu'on prépare le mieux possible à l'entreprise ou à l'environnement industriel dans lequel ils vont travailler une dizaine d'années plus tard. Le but de l'école, c'est de créer des citoyens libres, indépendants, capables de comprendre le monde, capables, si possible, d'y avoir un impact pour faire progresser l'ensemble de la société et pour perpétuer la réalité de la démocratie. C'est pour ça qu'on a appelé nos écoles Algora, Algo pour les algorithmes et Agora en hommage à l'école d'Athènes, à la transmission du savoir classique et à la démocratie. Il faut faire passer l'informatique au cœur de la cité. La France a beaucoup de retard dans ce domaine. Un quart de la planète est connecté au web et seuls ceux qui savent programmer peuvent agir. Merci.